Bienvenue sur The Lighthouse, le podcast qui révèle l'entrepreneur qui brille en vous. La gardienne du phare, c'est moi, Doria Dassien, passionnée d'entrepreneuriat et de développement personnel. À travers ce podcast, je vous invite à rencontrer des hommes et des femmes d'action qui entreprennent leur vie en partageant dans divers domaines leurs dons, leurs talents, leurs compétences, leur savoir-faire. Un peu de leur lumière chaque jour autour d'eux. Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez The Lighthouse, ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver parce que ces 3 derniers mois ont été un tel bouleversement dans le quotidien de chacun qu'il est difficile de se dire que tout sera de nouveau comme avant. Et vous savez quoi? C'est peut-être sûrement mieux ainsi. Cette pandémie nous a permis de réaliser que nous sommes vulnérables, que notre société est composée d'hommes et de femmes qui se donnent corps et âme pour notre santé sans avoir la reconnaissance à la hauteur de leurs investissements. Le confinement nous a fait aussi réaliser que nous avons un rythme effréné et que cela ne présageait rien de bon pour la suite. Et pour ma part, s'il fallait que j'en tire un bilan, je dirais que ce confinement était nécessaire. J'ai appris à apprécier des moments de qualité avec mes proches. J'ai compris que je pouvais vivre bien mieux avec moi. J'ai pris le temps de vivre, d'apprécier l'instant présent. J'ai refusé de prendre part à cette course à la productivité qui pouvait culpabiliser certains lorsqu'ils avaient décidé de ne rien faire. Bref, vous l'avez compris, cette année restera gravée dans le marbre et l'actualité nous montre que 2020 est une année de grands changements et que nous sommes pas au bout de nos surprises. En tout cas, je suis de retour pleine d'espoir pour demain. Et pour démarrer cette nouvelle série d'épisodes, on va parler déco. Et pas n'importe quelle déco. Celle qui mélange le neuf et le chiné. Celle qui marie vintage, contemporain, naturel et minimaliste. Je vous invite à faire la connaissance de Claire Leblanc-Fort qui a créé il y a 1 an De Bon Goût. Toutes les deux, on va discuter de comment lui est venue l'idée de créer De Bon Goût. Elle nous racontera aussi comment elle est devenue entrepreneur malgré un parcours peu conventionnel. Claire est aussi maman d'un petit bout de chou et actuellement enceinte d'une petite fille et elle nous dira comment elle parvient à concilier sa vie de chef d'entreprise, de maman et de femme épanouie. J'ai un peu trop parlé. Sans plus attendre, je vous laisse en bonne compagnie. Bonjour Claire, merci beaucoup de m'avoir invitée, de me recevoir aussi chez toi. Et Avec merci plaisir. d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'être venue jusqu'à moi. C'est un plaisir. Alors Claire, tu es la fondatrice de De Bon Goût, qui est une start-up qui propose des collections capsules d'objets de déco chinés et aussi neufs, Exactement. et dont la provenance est transparente et très claire. Avant de nous raconter comment tout ça est né, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle donc Claire Leblanc-Fort. J'ai 33 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 16 mois et enceinte d'une petite fille de 8 mois. Voilà, donc une nouvelle naissance qui va bientôt arriver. Génial, félicitations. Merci. Comment est-ce que tu es passée de l'idée de Bon Goût à cette concrétisation? Tu racontes sur ton site que tu étais assise sur ton canapé et que tu es passée et que tu réfléchissais à tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça et surtout nous dire comment tu as réussi à faire d'une idée quelque chose d'aussi concret que De Bon Goût? Alors en fait, déjà l'entrepreneuriat, c'était pas la première fois que je m'y intéressais. J'ai monté en fait ma première boîte en sortant de mes études de droit à 23 ans. C'était en fait une agence de communication digitale que j'ai créée un peu par nécessité à l'époque. Parce que moi j'avais pas les moyens en tout cas de refaire des études. Je sortais de ma 5e année de droit. Je me rendais compte que c'était pas quelque chose qui me plaisait. Je me voyais pas faire ça toute ma vie en tout cas. Et les alternatives, si tu veux, c'était soit de repartir dans des nouvelles études, mais ça allait me coûter de l'argent, soit de créer mon propre job. Donc effectivement, je m'étais spécialisée sur la diffamation sur Internet, voyant, donc à l'époque on est en 2011, voyant que Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, c'est en train de prendre un truc, enfin c'est un truc de dingue, et que y a personne vraiment en droit qui nous parle des problématiques de e-réputation. Et comme je travaillais à côté de mes études, je m'apercevais aussi que c'était un vrai besoin pour les sociétés de savoir communiquer sur tout ce qui était réseaux sociaux.
Et en fait, si tu veux, donc moi je suis lyonnaise, j'avais quelques potes à Lyon qui avaient des petites agences événementielles, de RP, etc. Je me suis dit, bah génial, j'y connais rien, mais de toute façon, je perds rien. Je vais créer mon agence où je vais conseiller mes clients sur leur communication sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur un de mes amis qui m'a dit mais là comme ça où est-ce que tu te vois dans 5 ans, et donc je lui parle de mon projet et il me dit écoute c'est une bonne idée. Moi je suis en train de revendre mon agence de com à Clermont-Ferrand en Auvergne. J'ai des clients que ça peut intéresser. Si ça te dit, dès lundi je te présente mes clients. Et en fait ça a été la chance de ma vie, puisqu'il a tenu sa promesse. Effectivement, dans la semaine qui suivait, je rencontrais ses premiers clients qui m'ont dit oui. Ils m'ont dit ok, vas-y, attaque, fais-nous une page Facebook, construis-nous une communauté. Voilà. Et en fait, c'était un joli client en plus, parce que c'était un centre commercial, le centre Jaude de Clermont-Ferrand. Donc j'ai commencé avec ce client et qui m'a fait confiance. Et c'est comme ça que donc, la société s'appelait Social Unit. C'est comme ça qu'elle est née. Et en fait, c'était effectivement une bonne idée. J'ai effectivement été très bien accompagnée par Bastien, si tu m'écoutes. Et en fait, très rapidement, au bout de 2 ans, on avait 14 salariés, on faisait quasiment 1 million de chiffres. Ah ouais. Voilà, donc j'avais 2 associés avec qui ça s'est globalement très bien passé, jusqu'à la fin. Et voilà, donc en fait, si tu veux, l'entrepreneuriat, c'était pas quelque chose qui me faisait peur au moment de bon goût. C'était quelque chose que j'avais déjà fait. Alors j'ai connu le succès sur les 2 premières années et puis le déclin aussi. La fin de Social Unit ça a été moins bien parce qu'en fait si tu veux on a fait des erreurs stratégiques d'investissement. On a investi en R&D alors que le marché n'était pas prêt pour le faire. On a investi en fonds propres, on était très loin de l'écosystème start-up à l'époque. Ça nous a coûté notre trésorerie et en fait si tu veux au bout d'un moment il a fallu se dire est-ce qu'il vaut pas mieux arrêter maintenant quoi. Donc j'étais à la fois préparée si tu veux à l'entrepreneuriat, à la fois aussi assez échaudée par ce qui s'était passé, mais je venais de faire 3 ans dans une agence de pub dans laquelle j'ai énormément appris, mais si tu veux et j'ai été aussi enfin tu vois le côté entrepreneuriat où tu fais effectivement ce qui te plaît, c'est toi qui es maître à bord et tu développes ton idée, c'est quelque chose qui me manquait et que je cherchais à retrouver. Et en fait, si tu veux... Tu as travaillé après juste après ma boîte, j'ai travaillé 3 ans en tant que directrice commerciale dans une agence de pub, dans laquelle je gérais des budgets MAF, MMA, etc. L'agence s'appelle Oberstore, où j'ai énormément appris sur vraiment l'aspect publicitaire, mais au sens commercial du terme. La pub, c'est avant tout fait pour faire du business. C'est pas fait pour uniquement gagner des lions à Cannes. Bien sûr. Et c'est tout ce côté-là que j'ai appris qui m'a énormément apporté, notamment dans le nom de ma marque qui s'appelle De Bon Goût. Pourquoi ? Parce que c'est un nom qui reste facilement à la tête des gens et c'est l'appropriation d'une expression commune. Voilà, donc ça fait partie des éléments que j'ai appris chez Aubert & Stork. Et donc voilà, donc au bout de 3 ans chez eux, c'était formidable. Mais si tu veux, l'entrepreneuriat commençait sérieusement à me manquer. Et c'est effectivement en réfléchissant à quel business et qu'est-ce que je pourrais faire demain. Au début, je voulais vraiment pas du tout remonter de boîte. Je voulais plutôt rejoindre une start-up, les idées à se développer, etc. Surtout cet aspect communication et marketing. Et en fait, l'idée est venue vraiment d'elle-même. Un peu... limite par hasard ? Bah ouais, tu vois, j'étais assise là sur mon canapé et je me dis, en fait, voilà, on vient de s'installer, on a dépensé tout notre argent dans les travaux avec mon mari, il faut se meubler. Et comme j'ai toujours appris à me démerder un peu, à trouver des bons plans, des machins, et à chiner, etc., j'ai fait exactement la même chose pour ici. Et au final, j'avais un intérieur qui était joli, sur lequel j'avais plein de compliments et qui m'avait pas ruiné. Et surtout, qui n'était pas l'intérieur de monsieur et madame tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas tous les meubles Ikea, pour pas les citer, que tout le monde a, etc. Et parce que j'ai acheté un débate sur le Bon Coin, parce que... Tu chinais déjà avant ? J'aimais bien. D'accord. Et puis, comme je m'étais mariée avant, pareil, tu vois, quand tu te maries, t'es toujours à la recherche de bons plans, de trucs. Et donc, j'étais vraiment encore dans cette dynamique-là, enfin, même si je l'ai toujours été, mais je l'étais encore... et plutôt éveillée à ça.
Et puis je me suis dit, en fait finalement l'essentiel c'est pas forcément de dépenser des fortunes, c'est plutôt d'avoir du goût, quoi. Enfin de se faire confiance en tout cas, et de marier les choses. Et donc voilà. Donc c'est comme ça que l'idée est venue, en me disant, en fait c'est simple, aujourd'hui sur le marché de la déco, il n'y a aucune marque qui mixe le neuf et le vintage, alors que c'est un véritable usage, qu'on cherche tous des pièces chinées parce que ça apporte une patine, ça apporte une histoire, c'est pas l'intérieur de tout le monde, ça a une vraie valeur écologique en plus. Je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans ce projet. Alors bien sûr, c'est contrairement à mes 23 ans, ça s'est pas fait en 2 jours. J'ai mis beaucoup plus de temps. J'ai vraiment étudié un peu le marché. J'ai commencé par construire une communauté sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je me suis pas lancée comme ça du jour au lendemain en achetant des produits. Et j'ai vraiment regardé ce qui se faisait avant de me lancer et de demander ma rupture conventionnelle. Ah, donc du coup, cette idée-là, ce projet-là, tu l'as quand même créé tout en étant salarié. Tu travaillais à côté. Ouais, c'était un side project. Ouais, c'est super de dire ça parce que on peut très bien monter et travailler sur un projet entrepreneurial tout en étant salarié à côté. Donc, exactement. C'est faisable. Et même au contraire, c'est très rassurant parce que alors il faut bien sûr le faire quand on est quand on a le temps. Moi je travaillais dessus le soir, les week-ends, puis c'était de la création de communauté, donc c'est toujours sympa, on échange avec les gens. Tu faisais des photos de ton appart ? Ouais, exactement, je faisais des photos de mon appart, des inspirations, des choses que je trouvais. Vous voyez, un établi, en fait, vous pouvez en trouver sur le Bon Coin, les verres Soesterngren à pied, hyper jolis, etc. Ça coûte pas très cher, en fait. Donc c'était vraiment des inspirations comme ça, et du coup c'est quand la communauté a commencé à prendre et qu'on m'a commencé à me demander quand est-ce qu'on pouvait trouver les produits, etc., que je me suis dit, là, il est peut-être temps que je lance vraiment la première collection. Justement, moi, je me posais la question, est-ce que ça n'a pas été difficile de te lancer, parce que c'est un site e-commerce que tu as, par rapport à tous les géants qui existent déjà dans la décoration d'intérieur? Est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi en tant que solo, entrepreneur? Alors, si, effectivement, quand tu te lances dans la déco, tu te dis, en fait, là, je vais m'attaquer à des mastodontes énormes. Comment, puis il y a plein d'acteurs, comment est-ce que je vais arriver à émerger? Et en fait, là, c'est surtout, je pense, de croire à son projet, d'être convaincu, et de se dire, je pars pas du tout du même point de départ. Moi, je vais construire ma communauté, je vais construire mes premiers clients, mes premières bases de clients, autour des valeurs que je vais communiquer, autour des produits que je vais aller chercher, autour de tout ça. Donc c'est vraiment en fait l'aspect communautaire et social, qui est l'univers dont je viens, le social media, qui va en fait qui va constituer le noyau qui va ensuite rayonner et construire, mais comme en fait n'importe quelle marque née sur le digital se développe aujourd'hui. Si tu prends un Cézanne, c'est né comme ça, le slip français c'est né comme ça, et moi c'est né comme ça. Ce sont des marques qui sont communautaires. Donc si tu veux, je partais pas du tout du même postulat, et tant mieux quelque part, parce qu'il s'agit aujourd'hui de réinventer des modèles, notamment le modèle de la déco qu'on connaît, de réinventer tout ça, de consommer autrement, de façon plus intelligente dans le sens écologique, toujours responsable en tout cas. Et c'était un très bon moyen de se lancer petit, pour bien sûr de jamais perdre en tête l'ambition. Mon ambition pour De Bon Goût, elle est démesurée, elle est d'en faire un grand acteur de la décoration demain, mais en sachant qu'on commence toujours par des clients, et que ces clients, il faut se battre pour les avoir, et il faut se battre pour les garder surtout. C'est très intéressant, et puis au final, on se rend compte que tu es plutôt novatrice sur le secteur, puisque, comme tu disais, il n'y a personne qui fait les deux, donc tu t'es imposée et tu as été la première. Oui, j'espère la première dont on va parler, continuer de parler. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai toujours été convaincue qu'il y avait une place, et effectivement, ça se démontre de jour en jour. C'était il y a combien de temps que tu as lancé De Bon Goût ? La première collection a été lancée en avril 2019. Avril 2019. Ouais, donc ça fait un an. Et alors j'avais un planning très précis, c'est-à-dire que je savais que je pouvais pas, comme j'avais très peu de moyens pour lancer De Bon Goût, j'ai investi 3 000 € en stock,
J'étais associée aussi avec un mec formidable qui s'appelle Stéphane, qui m'a aidée sur toute la partie technique, qui a mis aussi un peu d'argent pour nous aider à développer la boîte. Et en fait, donc à nous deux, on a finalement très peu investi pour savoir ce que ça allait donner, pour se donner un peu de temps. Et en fait, en ayant en tête que derrière, pour pouvoir justement pouvoir se développer, etc., et ben on allait devoir passer par une levée de fonds. Ça a toujours été dans le prisme de Bon Goût. Et donc, si tu veux, les 6 premiers mois ont vraiment permis de se dire, on va lancer plusieurs collections, on va voir comment ça prend, on va voir est-ce que les clients viennent racheter, est-ce que la communauté continue de grossir, est-ce que l'engagement est toujours là. Et voilà, et en fait, c'est sur cette base-là qu'on a construit petit à petit, quoi. Ouais, c'est intéressant quand tu dis que justement vous n'aviez pas grand-chose quand tu as commencé. Par exemple, c'est quand même des pièces physiques. Tu stockais tout ça où? Chez moi. Ouais. Ah Chez oui, donc moi. t'as commencé avec 3 000 € de stock à la maison. Ouais, c'est ça, chez moi un peu. Et puis on a eu des bureaux aussi assez rapidement quand même parce que ça aurait été un peu compliqué. Et que même avec 3 000 €, enfin tu vois, il faut quand même les mettre quelque part. Et en fait, c'est aussi ça l'idée de Bon Goût, c'est d'avoir très peu de stock. Parce que c'est ça qui permet aussi d'avoir des intérieurs uniques, c'est de changer régulièrement nos propositions. Donc de pas, contrairement aussi à un modèle de l'ancienne génération où des quantités sont énormes pour garantir des marges énormes et sur des produits qui sont pas forcément toujours très bien produits, enfin en tout cas dont l'origine est un peu floue. Et voilà, nous l'idée c'était aussi ça, faut avoir peu de produits pour garantir une certaine exclusivité. Oui, bien sûr. Justement, on parlait du fait de chiner. Comment tu prends tes inspirations? Où tu les trouves? Alors, moi, je suis pas du tout une âme de designer. Je tiens à le préciser. Comme quoi, c'est bien de le dire quand même. Mais non, mais je suis pas du tout, je suis pas décoratrice à la base. Ça va tout. Tu aimes ça en fait. Voilà, exactement. C'est quelque chose que j'aime. Et en fait, et j'aime aussi. Enfin, j'aime être inspirée. Donc, je vais sur Instagram. Pour moi, c'est génial de voir les intérieurs des unes et des autres, de voir sur Pinterest un peu ce qui fonctionne. Enfin, tu vois, c'est des moments pareils comme quand tu te maries. On adore, tu vois, aller chercher des inspi et tout. Et en fait, du coup, mes collections, c'est vraiment l'idée de se dire qu'est-ce que j'aimerais avoir chez moi en fait. Donc c'est pas forcément de créer des lignes de produits très très pointues, très machin. Non, c'est vraiment d'avoir des choses bien sûr qui sont pas que tu vas pas trouver partout, mais qui restent quand même dans l'air du temps, que tu vas pouvoir retrouver des choses qui vont t'inspirer, que tu vas aimer par ailleurs quand tu vas surfer sur tes réseaux sociaux, quoi. Ouais, je trouve ça vraiment génial la façon que tu les dis parce que ça semble tellement accessible, ça donne envie. C'est comme si demain, moi j'adore la déco et je me suis dit, allez, je me lance. Mais lance-toi, mais vraiment. Et je vais vendre des choses que j'aimerais avoir chez moi. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Je vais vendre des choses que j'aimerais avoir chez moi. C'est exactement ça. Ouais. Et à chaque fois, quand je me dis, qu'est-ce que j'aimerais. Et encore une fois, et sans prétention, enfin, je veux dire, sans l'idée de se dire je vais réinventer le vase ou je vais réinventer. Enfin, je trouve ça formidable quand on sait le faire. Moi, je sais pas le faire. Je sais juste, me faire plaisir avec des inspirations, des produits que j'aime, des matières que j'aime et que j'aimerais avoir à la maison, quoi. Et du coup, ça fait 1 an. Quel bilan tires-tu? Écoute, une première année qui est à la fois passée très vite, qui a aussi très bien, qui montre un très beau développement, un très beau début de Bon Goût, puisque puis aussi des moments un peu plus avec Steph, on s'entendait très bien, etc. Malheureusement, ça l'a pas fait pour des raisons qui sont variées, mais donc ça veut dire se séparer quand même d'un associé fondateur, c'est jamais évident. T'es toute seule maintenant? Ouais, je suis toute seule. Ça veut dire aussi garder le cap, tu vois, sur ton envie et ton ambition sur la boîte. Et puis surtout, cette année, on est parti effectivement d'une première collection en avril 2019 où on a vendu nos premiers produits en organique sans pub à 1 an plus tard, une levée de fonds qui se termine avec et des gens, des business angels qui du coup ont fait confiance au projet, qui me font confiance pour prouver la place de Bon Goût demain et pour la montée en puissance dans, j'espère, les 18 mois à venir de la marque. Parce que l'idée, c'était de se dire
quels sont les premiers enseignements, que ce soit d'un point de vue logistique, d'un point de vue sourcing, d'un point de vue économique, quels sont les premiers enseignements qu'on tire sur les 6 premiers mois, d'un point de vue marché aussi, et comment est-ce qu'à partir de ces enseignements-là, on arrive à monter en puissance tout en étant en continuant d'apprendre en permanence, parce que on réinvente complètement un métier, et comment est-ce qu'on va réussir à augmenter nos volumes aussi bien sur la brocante que sur le neuf, comment est-ce qu'on va continuer à les trouver, à chercher de nouveaux clients, etc. Et donc en fait, c'est formidable, parce qu'effectivement aujourd'hui dans l'équipe de Business Angel en plus qui se sont réunis autour du projet, il y a des gens hyper expérimentés. C'est un très beau casting, si je peux appeler ça comme ça, donc je suis ravie, et puis surtout ça a été beaucoup plus loin que ce que j'espérais au départ, parce que au départ j'espérais lever 300 000 euros, et en fait on est beaucoup plus, on est à plus de 400 000 euros maintenant aujourd'hui. Bravo. Donc c'est chouette. Je veux dire que pour essayer de comprendre justement ce fameux cheminement, est-ce que quand tu as lancé De Bon Goût, alors oui, bien sûr, c'est parti d'unité, mais est-ce que justement tu as fait une sorte de rétro-planning, cahier des charges sur ce que ça allait devenir dès le début, ou tu t'es un peu réinventé, tu as un peu suivi le cours des choses, et où est-ce que tu t'es même fait accompagner par des professionnels tout au long du chemin? Alors j'ai la chance d'avoir un mari qui a un passé de financier. Ce qui moi n'était pas du tout une de mes compétences, ensuite comme je disais sur la partie digitale et technique, j'ai eu la chance d'avoir Stéphane avec moi au début, et ça m'a beaucoup aidée. Et après sur la question de la vision, effectivement dès le départ, j'avais cette idée de collection courte, de mix de neuf et chiné, de réassort assez régulier. Donc ça, si tu veux, ce sont les grandes briques, enfin les grandes lignes de Bon Goût qui se sont vérifiées. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas eu besoin de changer de cap. Maintenant, il faut garder en tête que le pivot et que le changement de cap dans une start-up, c'est des choses qui existent. Donc, il faut rester suffisamment ouverte pour se dire qu'est-ce qui marche bien et où est-ce que je dois aller pour continuer de me développer. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, les intuitions que j'avais au départ se sont vérifiées, ont été les bonnes, et donc je continue de surfer là-dessus. Génial. On verra si ça continue de se vérifier. Il n'y a pas de raison, en tout cas on te le souhaite. Ça, c'est une belle transition, parce que justement, actualité oblige, il y a eu le confinement. Comment tu as vécu, comment De Bon Goût a vécu cet événement, enfin ce confinement-là? Est-ce que ça t'a bouleversé ton business? Est-ce que ça t'a aussi donné de nouvelles perspectives? Raconte-nous ça. Ouais, carrément. Alors, si tu veux, au début, j'étais un peu stressée quand on est parti le 15 mars en Bretagne. Le confinement a débuté le 16. J'étais un peu stressée parce que j'avais en fait, si tu veux, des engagements sur ma levée, mais tu pars vers l'inconnu là, tu sais pas quand est-ce que tu vas rentrer à la maison, tu sais pas comment ton business va survivre, enfin il y a plein de choses. Alors moi, la première chose, c'est que j'avais la chance d'être à un niveau de développement encore très petit, donc pas de charge fixe, pas de salariés, donc ça c'est déjà énorme, parce que c'est ce qui a coûté cher à beaucoup d'entreprises. Et ensuite sur les business angels, puisque c'était le sujet vraiment à ce moment-là, j'en ai au final que un ils étaient 7 à ce moment-là, que un qui est parti, mais à cause des conditions, de la situation à cause de la condition. Ah ouais. À cause des conditions, parce que chose que je comprends complètement, effectivement c'est compliqué d'investir quand tu te dis tout est en train de s'effondrer, et en fait heureusement déjà il y en a eu qu'un, rien n'était, pour l'instant on touche du bois, mais pour l'instant on a survécu, et donc si tu veux, suite à ce départ, j'en ai eu 2 autres qui sont arrivés dans la même période. Donc tu vois, c'est que et des personnes, tu vois, que j'ai pas forcément rencontrées en plus. D'accord. Mais tu as continué ce travail de fond? J'ai travaillé. Alors, il y avait si tu veux, moi j'avais bouclé ma levée, en tout cas sur les engagements, avant de partir en confinement.
Mais il y a eu ces désistements, mais en fait, comme j'étais déjà un petit peu au-delà de mon objectif de 300 000 euros, si tu veux, ça n'a pas non plus trop impacté. Et ensuite, effectivement, j'ai eu la chance aussi de faire partie du classement des 100 startups de Challenge, qui m'a donné une jolie visibilité aussi. Et alors, je sais pas mais en tout cas, j'étais dans une bonne dynamique. Et puis voilà, donc du coup, ça a permis aussi de garder en tout cas de la tête en dehors de l'eau, de montrer que tu es toujours visible. Et donc, ça s'est très bien terminé, puisque aujourd'hui, en retour après 3 semaines de déconfinement, en fait, l'objectif est passé de 300, et aujourd'hui, on atteint les 410 000 euros. Donc, bien sûr, d'accord. Voilà. Est-ce que ça t'a donné peut-être de nouvelles idées? Est-ce que ça a fait un peu germer ta créativité? Alors, parce que je sais que ça a été le cas de beaucoup. Ouais. En fait, si tu veux, ça te fait prendre aussi conscience, vraiment, ça l'était déjà, mais ça te fait prendre conscience, bien sûr, de la nécessité de production à côté de chez toi. Et ça, l'aspect éthique, en tout cas, alors je sais pas si le Made in France c'est vraiment la solution, parce que forcément ça coûte très cher, et que moi je veux conserver des prix qui soient accessibles en prix public. Je veux avoir une marque abordable, mais ça te fait forcément te poser la question de mieux produire, d'éviter l'Asie, de se concentrer plutôt sur l'Europe, ou alors quand tu vas en Asie, c'est parce qu'ils ont des savoir-faire très spécifiques que tu ne peux aller chercher que chez eux. Voilà, donc c'est vraiment... Donc là, c'est plus sur le travail de sourcing qu'effectivement, ça remet bien... Voilà, mais comme, si tu veux, c'était des choses que j'avais déjà dans les fondements de bon goût, ça n'a fait que les exacerber. Ouais. Ok. Tu nous l'as dit au début, Claire, tu es aussi maman. Ouais. Maman d'un petit garçon, et tu attends encore... Jojo, deuxième enfant. J'aimerais bien savoir comment le fait que tu sois maman impacte ta façon d'appréhender ton business, mais aussi ta façon de travailler au quotidien, ta façon de t'organiser. Est-ce que ça a un impact déjà? Et si oui, comment? Alors, je vais te donner un truc qui s'est passé, moi j'étais assez... j'ai toujours été assez carriériste, et toujours eu envie d'avoir un job dans lequel je m'épanouis. Comme je le disais, moi je viens pas du tout d'un milieu... j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai fait... Ce serait intéressant que tu nous dises du coup, t'as fait quoi après le bac? Quel bac? Et en fait, tu vois, j'ai fait toute ma scolarité en ZEP, bref, donc si tu veux, j'ai pas du tout été... j'avais une maman qui s'occupait de nous, donc si tu veux, ça a toujours été pour moi une évidence que je serais maman, et j'ai eu la chance de pouvoir l'être, parce que c'est pas le cas, voilà, tout en ayant ma carrière à côté. Et en fait, pour ça, effectivement, mon mari a une maman formidable qui est, parce que elle est toujours un grand médecin, et qui les a élevés, donc bien sûr ils ont eu des nounous, etc., mais qui leur a donné en tout cas le meilleur de ce qu'elle pouvait leur donner quand elle les voyait, quand elle passait du temps avec eux, donc des moments très qualitatifs. Et j'espère pouvoir donner la même chose à mes enfants, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour te donner une idée très opérationnelle, on a une nounou qui est là de 9h à 19h, donc ça te permet d'avoir des plages horaires qui sont quand même relativement larges. On prend des bureaux qui sont à côté de chez nous pour nous éviter, ça aussi c'est la chance d'être entrepreneur, pour nous éviter d'être, parce que mon mari l'est aussi, d'être trop loin, donc de pouvoir rentrer vite à la maison, de ne pas perdre de temps dans les trajets. Et puis voilà, et puis on travaille le soir si nécessaire, et les week-ends quand c'est nécessaire. Mais les week-ends, pour moi, ils sont plutôt faits pour justement profiter de la vie de famille et de ces moments-là que tu peux pas faire. Donc c'est à toi de t'organiser en fait dans ta semaine pour avoir tout fait, quoi. En tout cas, ça n'a jamais été un frein. Et pour l'anecdote, quand j'ai créé De Bon Goût, j'ai accouché le 31 janvier, la collection a été lancée le 2 avril, donc c'était très court, donc j'ai tout fait enceinte, et quand j'ai accouché, j'avais peur un peu de me dire oh là là, mon Dieu, je vais être peut-être touchée par la grâce, et je ne verrai plus que mon enfant, et vouloir que m'occuper de lui, etc. Donc j'ai effectivement été touchée par la grâce à la naissance de Jean. Mais en tout cas, ça n'a pas changé mon prisme professionnel. Non, c'est intéressant parce que souvent on a pas mal de femmes, alors comme tu disais, il y en a qui malheureusement, il y a des circonstances pour qui déjà la grossesse, ça peut être aussi très compliqué, mais c'est bien que tu puisses prouver
qu'on peut tout à fait avoir des aspirations personnelles, de vie de famille, même d'avoir envie de faire un enfant et entreprendre en même temps. Oui, exactement. Et là, tu vois, alors, je t'avoue que bon, j'étais pas hyper rassurée quand j'ai su que j'étais enceinte et que je devais partir enlever. Parce que tu te dis, bon, ok, moi, mes business angels, tu vois, ils peuvent se poser la question de se dire, tu vois. Et en fait, pas du tout. Ça, au contraire, ils accueillaient toujours la nouvelle, même quand c'est limite même fascinant. C'est cool, quoi. Tu vois, c'est une bonne nouvelle en plus. Et donc, non, ça a plutôt apporté peut-être du capital sympathie plus qu'autre chose. Donc, non, faites des bébés. Hein. Ne soyez pas freinés en tout cas. C'est vrai. Du coup, tu parlais de ton parcours qui n'a pas forcément été hyper conventionnel malgré ton parcours remarquable. Est-ce que tu peux nous en parler davantage Alors effectivement, donc moi j'ai grandi à Rieux-la-Pape en banlieue de Lyon et donc connue pour sa ZEP notamment et du coup effectivement on te parle pas d'école de commerce. On te parle pas d'école d'ingénieur, on te parle éventuellement de BTS, et si tu arrives à avoir le bac, c'est vraiment très cool. Après, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont toujours donné confiance, etc. Mais pour moi, je pouvais pas m'arrêter là. Et en fait, si tu veux, j'ai fait du droit aussi. Pourquoi ? Parce que c'était gratuit, que contrairement à n'importe quelle école, en plus post-bac, parce que voilà, c'était l'université exactement. Comme on nous parlait pas de prépa, on savait pas que les prépas ça existait, donc on connaissait pas HEC, etc. Et effectivement, le droit, c'était en fait déjà, c'était un truc qui m'attirait, et c'était la belle République, c'est gratuit, c'est de la méritocratie, tout le monde peut y accéder, et heureusement, donc j'ai suivi ce chemin-là. Après mon bac ES, je suis partie en droit. J'ai été boursière jusqu'à ma 5e année. Et si tu veux, après, donc, comme je le disais au début, l'entrepreneuriat est arrivé un peu à ce moment-là, à fin de 5e année. Mais effectivement, j'ai pas du tout suivi les codes ou une école traditionnelle. Je me suis vraiment formée, en tout cas, sur l'entrepreneuriat et sur la communication digitale, sur le tas, à la sortie de mes études. Alors après, ce que j'ai fait aussi pendant mes études et qui m'a sans doute beaucoup aidée, c'est que j'ai travaillé. Alors j'ai fait plein de jobs qui étaient plutôt sympas, hein, mais j'ai travaillé à côté de mes études, donc du coup ça m'a permis effectivement. Alors j'ai été Miss. C'est vrai, Miss quoi ? J'ai été Miss Rhône. Donc c'était rigolo, mais tu vois, t'avais quand même une vraie. C'est ça qui m'a ouvert l'œil aussi sur la communication, sur la nécessité de la réputation. J'ai fait un peu de télé, enfin tu vois, j'étais quand même un peu... T'étais quand même curieuse, et puis t'avais envie aussi d'apprendre et puis il fallait que je gagne ma vie, parce qu'il fallait que je paye mon loyer, il fallait que mine de rien, parce que j'étais pas aidée en plus, donc financièrement en tout cas, et donc il fallait que je cumule les deux. Alors j'avais la chance de pouvoir faire des jobs qui étaient vraiment cool, et du coup de gagner ma vie. Mais en tout cas, c'est effectivement... c'est sur le terrain que j'ai tout appris, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu étais en ZEP, tu aspirais déjà à te lancer un peu dans ce secteur un peu déco, ou t'aspirais à toute autre chose ? Pas du tout, je voulais être notaire. Ah ouais. Je voulais être notaire. J'étais très très loin d'imaginer qu'un jour je monte une boîte. Non, c'est un truc qui s'est un peu imposé à moi, je te dis, parce qu'il fallait que je saisi l'opportunité. Et parce que aussi j'ai été bien accompagnée au départ et que j'ai suivi mon pote, mais ouais. C'est super, je trouve ça super intéressant. Du coup, comme on est dans le domaine un peu de la déco, est-ce que tu peux nous donner des petits conseils à tous les passionnés de déco sur, je sais pas moi, quelles sont les pièces phares ou les tendances du marché du moment à avoir dans son intérieur, pour ceux qui emménagent ou ceux qui décorent. Est-ce qu'il y a un truc en ce moment ? Moi, j'aime bien. Après, alors encore une fois, je m'appelle de bon goût, mais je dis pas que j'ai Ah ouais. Non, c'était plutôt même un joke. C'est au contraire, c'est sympa justement quand il y a des aspérités, quand il y a un peu d'extravagance, etc. Après, quand on veut se meubler et qu'on démarre,
je pense que c'est bien de miser sur des valeurs sûres qui sont des tons relativement neutres pour éviter de risque d'erreur, on va dire. Et puis après, c'est sympa, mais il y a plein de choses à suivre j'en publie beaucoup d'ailleurs, des petits comptes à suivre comme ça sur Instagram. Tu nous recommandes quoi d'ailleurs? Un des intérieurs que j'aime beaucoup, par exemple, c'est celui d'Anna Fiorentino, parce que justement il est à la fois très chic et puis à chaque fois il a une petite pointe d'extravagance qui relève un peu tout ça. C'est un Instagram? Ouais. Un compte Instagram. C'est un compte lifestyle. Voilà, il y en a plein. Et puis c'est souvent en fait des comptes lifestyle, c'est pas forcément des comptes déco Et en fait, mes petites paillettes aussi, qui fait des très jolies photos, en plus d'avoir un très joli goût pour à la fois le mix neuf et chiné. Et donc voilà. Après, je pense que alors on va avoir des matières naturelles, on va avoir des tons neutres, donc on va favoriser le rotin, le lin, le coton en ce moment. Et puis après, j'aime bien marier ça avec effectivement la patine. Chez moi, tu vas avoir par exemple ce vieux fauteuil en cuir que j'ai trouvé dans une boutique. On le prendra en photo pour que vous voyez. Tu vois, j'aime bien le fait qu'il soit craquelé. Cette table que j'ai repeint, tu vois, donc tu es assez manuel, toi, de... Pas du tout, c'est vrai. Non, mais pour des raisons économiques, j'ai dû m'y mettre. Ok, non, mais c'est bien. Et puis voilà, donc après c'est plutôt ça, se baser sur des choses assez naturelles, neutres, et puis parfois avoir cette petite pièce effectivement chinée. Ça peut être là par exemple cette commode aussi que tu vois que j'ai trouvée. Super, très jolie. Merci. Comment tu définirais ton style justement? C'est une bonne question. J'espère. C'est une bonne question. J'espère être plutôt, on va dire, vintage contemporain. Ouais, vintage contemporain, c'est bien, ça me plaît bien. Vintage contemporain naturel, on va dire. D'accord. Ouais, j'aime bien effectivement tout ce qui est assez épuré. J'aime bien le côté minimal. Ok. Non, ça donne une bonne idée de ce à quoi peut ressembler son intérieur à Claire. Mais de toutes les façons, on mettra en barre d'infos sa page Instagram que vous verrez. Et vous verrez tout ça. Claire, avant de nous quitter, est-ce qu'il y a des projets dont tu aimerais nous faire part, des choses dont tu aimerais nous parler, des choses à venir? Bien sûr. Alors cette levée de fonds va effectivement permettre un joli développement pour De Bon Goût dans les mois à venir. La première chose, c'est l'ouverture d'un petit bureau dans un premier temps, qui n'est pas très loin de chez moi, qui est dans le 10e arrondissement, près du canal Saint-Martin, ou dans lequel vous pourrez venir nous rencontrer, venir retirer vos commandes, éventuellement voir les produits aussi. Une nouvelle collection. Un peu comme un showroom? Alors l'espace, je ne sais pas si l'espace va nous permettre d'avoir vraiment un espace showroom, mais en tout cas, voilà, on aura des produits, vous pourrez venir nous rencontrer, ça sera en fond de cours, donc ça sera vraiment... l'idée, c'est de garder une relation assez intime. La première chose. La deuxième chose, c'est une nouvelle collection qui va sortir en septembre. Ah, bien. Voilà, avec toujours pareil, des jolies pièces chinées, mais aussi des belles pièces contemporaines. Et puis là, dans les prochaines semaines, c'est l'arrivée de ce deuxième, de cette petite fille qui va arriver. Ça, c'est pas mal aussi. Bien sûr. Ça va occuper un peu la fin du mois de juillet. Et ben en tout cas, on te souhaite tout plein de bonnes choses avec l'arrivée de ton bébé, et puis tout plein de bonnes choses pour De Bon Goût. Qu'on va suivre de près. Merci. Encore une fois, merci Claire de m'avoir reçue chez toi. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Et je te dis à très bientôt. Merci Doria. J'espère que vous avez tout comme moi apprécié cet échange. Ce que j'ai aimé chez Claire, c'est son naturel, sa simplicité et son authenticité. Elle a su me transporter dans son univers et me faire prendre conscience que si j'avais envie de quelque chose, il fallait tout simplement le faire. Dans son cas, son histoire l'a aussi peut-être encouragée à se jeter à l'eau et à saisir des opportunités, mais en fait, il n'existe pas de recette miracle au succès. La réussite de nos projets de vie passe par notre capacité à se servir de notre histoire comme une force pour avancer, pour créer nos opportunités et les saisir. Encore un grand merci à Claire de m'avoir ouvert les portes de son cocon. Je vous invite à découvrir son univers en cliquant sur le lien en barre d'infos. The Lighthouse est publié chaque semaine.
Aussi, si vous aimez ce podcast, soutenez-le en le partageant autour de vous et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram et vous y retrouverez tout plein d'actualités intéressantes. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous.